États-Unis en 1973, donc ça fait 45 ans. Il vient d'être légalisé en Irlande, mais il rencontre notamment des oppositions encore aujourd'hui dans l'Est de l'Europe et en Argentine par exemple où il n'a pas été légalisé justement. Amnesty International estime que dans le monde 60% des femmes n'ont pas encore accès librement à l'avortement et que toutes les 9 secondes il y a un avortement clandestin qui est pratiqué avec notamment des femmes qui risquent d'y perdre la vie. Donc c'est un enjeu majeur, humain et politique, qui est très peu abordé dans la science-fiction. Donc l'objet de cette table ronde, c'est un peu de se demander pourquoi. Et pour répondre à cette question, nous accueillons aujourd'hui donc l'ICAM, Catherine Dufour et Thierry Harvet. Catherine Dufour, vous êtes ingénieure en informatique, autrice et chroniqueuse au Monde diplomatique. Vous avez écrit notamment de la science-fiction avec votre roman Le goût de l'immortalité, mais vous avez, qui a reçu d'ailleurs le Grand Prix de l'imaginaire. Mais vous avez aussi abordé de la fantaisie un peu humoristique avec le cycle Quand les dieux buvaient. Et vous êtes sortie aussi de la fiction pour sortir par exemple un guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse, ou un livre comme La vie sexuelle de Lorenzaccio. Votre dernier ouvrage, Entends la nuit, qui est de la fantaisie, est paru ce mois-ci à La Talente. L'ICAM, vous êtes également autrice. Vous êtes biologiste de formation en revanche, ainsi que coach en créativité actuellement, et directrice littéraire de la collection de nouvelles graphiques Petite Bulle d'univers chez Organique Édition. Vos romans sont aussi très protéiformes, puisque vous abordez aussi bien de la fantaisie urbaine avec les chroniques de Strige, ou encore de la science-fiction peut-être plus philosophique avec votre dernier roman, Cyberland, qui est paru chez Mu Édition et qui a reçu le prix Bob Moran. Vous êtes notamment connu pour vous intéresser de près à tout ce qui relève des questions psychologiques et de relations humaines et de grilles de perception culturelle. Et enfin, nous accueillons aujourd'hui aussi Thierry Harvet. Vous êtes gynécologue obstétricien à la maternité des Diaconesses à Paris. Et vous vous définissez comme militant pour la vie des femmes. Vous faites notamment partie de l'association Petite Émilie, qui est une association de soutien aux personnes étant confrontées à des interruptions médicales de grossesse et à des deuils périnataux. Donc pour commencer peut-être cette table ronde, on peut peut-être se poser une question ouverte, d'ailleurs à un de vous trois. Alors que l'avortement a été légalisé, donc comme je l'ai dit, aux États-Unis en 1973, à l'époque, la science-fiction était très marquée par la montée d'autrices dans le genre. Il y avait notamment des grandes voix comme Ursula Le Guin ou Johanna Russ. Et à ce moment-là, où les enjeux féministes imprégnaient la science-fiction, avait lieu la lutte pour le droit à l'avortement. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, l'avortement n'est pas devenu justement un enjeu central de la science-fiction? Alors là, moi, j'en sais rien du tout. On s'est creusé la soupière pour trouver des traces d'avortement dans la science-fiction et on n'en a pas trouvé, en fait. Pas ou peu. Alors, il y en a un avortement sanglant dans le film Prometheus. Moi, je l'ai pas vu parce qu'on a dit qu'il était nul. Mais c'est tout, voilà. Et savoir pourquoi... Alors d'abord, c'est simple, parce que la SF, ça parle de boulon, alors que l'avortement, c'est profondément organique. Ensuite, parce que dire que la SF, tout d'un coup, est devenue féministe, ça veut dire, au lieu d'avoir 0 auteur, il y en a eu 3. Il y avait Le Guin, il y avait Johanna Russ, Margaret Atwood, et puis qui d'autre? Elisabeth von Arberg. Oui, mais enfin dans les années 70, non, pas encore. Voilà, donc, et elles se sont pas emparées de ce sujet, je pense qu'elles ont eu au contraire à cœur de s'emparer de sujets dits masculins, c'est-à-dire plein de boulons. Sachant que l'avortement est toujours considéré comme non seulement une histoire de gonzesse, mais en plus un échec. Voilà.
C'est-à-dire qu'on avorte dans l'imaginaire, en tout cas de l'ASF des années 70, ça n'existait pas, c'était genre on avorte parce qu'on s'est planté étant donné que la contraception existe, ce qui est une grosse bévue, puisque la plupart des avortements sont le fait de femmes qui sont sous contraception. Voilà, donc c'est même c'est un point cataclysmique. Dans Star Wars, ils sont capables d'aller plus vite que la lumière. Vous aurez tous remarqué que comme Amidala accouche, ils n'ont même pas été foutus d'inventer la péridurale, quoi. Donc au niveau obstétrique, la science-fiction, c'est étrange qu'il n'y ait pas au moins une femme de science-fiction qui soit... Voilà, alors s'il y a justement des jeunes femmes là, ou moins jeunes, on s'en fiche, dans le public qui ont envie de s'emparer du sujet, on a vraiment besoin de femmes dans l'ASF justement pour combler ces trous béants dans la narration. Je peux juste donner deux, trois chiffres. Le nombre d'IVG en France, 220 000, et celle, entre guillemets, due à un échec ou un mésusage de la contraception, 20 000. Donc ça fait juste 10%. En vrai, c'est pas donc des femmes qui pensaient qu'elles avaient soit une contraception efficace, dans le genre mon mari est fort, il sait se retenir, égal de points de suspension au retrait, ou le fait qu'effectivement sous pilule il y a de vraies ovulations et qu'il y a aussi des grossesses sur dispositif intra-utérin encore communément appelé stérilet. Donc voilà, juste pour donner un vrai chiffre de stats. Déjà en science-fiction, pendant très longtemps, on n'a pas eu beaucoup d'héroïnes. C'était surtout écrit par des hommes avec des personnages masculins. Donc c'est aussi peut-être ce qui explique le manque d'héroïnes, explique le manque de parcours féminin, explique aussi par conséquence un déficit d'abord d'une question comme l'avortement. Alors, l'autre endroit où on trouve l'IVG dans les littératures, c'est dans un livre qui est celui de Mary Gibbs Clark, qui n'est pas un livre de science-fiction, mais plutôt un polar, qui s'appelle La clinique du Dr H. Donc là, il ne faut pas spoiler pour s'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas encore lu les 5 dernières pages. Mais globalement, on apprend que le docteur H va récupérer, ce qui n'est pas sur le plan médical, qui est totalement impossible, des embryons destinés à l'interruption volontaire de grossesse, de manière à les réimplanter chez des femmes en attente de grossesse. Donc c'est médicalement impossible. En termes de fantasme, on peut y penser, mais voilà le thème après. Pas de spoil, ça va jusqu'aux 2 dernières pages, donc il n'est pas question que je donne la fin. Alors justement, un IVG, une interruption volontaire de grossesse ou une intervention médicale de grossesse, c'est quelque chose de difficile à vivre. Est-ce que, en tant qu'autrice ou auteur, on peut parler, selon vous, d'avortement si on ne l'a pas vécu? Bien sûr, enfin, sans être auteur, on n'est pas obligé. Je suis un homme. A priori, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas vécu de grossesse. Ça fait 38 ans que je fais de l'obstétrique. J'ai fait des IVG pendant un bout de temps de ma vie, jusqu'à ce qu'effectivement j'arrive dans une institution où au début ça devenait possible, mais après on a fusionné avec une autre partie d'un autre hôpital pour lesquels, pour le moment, j'ai un peu explosé le comité d'éthique. Et nous ne faisons pas d'interruption volontaire de grossesse au sens de l'IVG, mais nous faisons des interruptions volontaires pour motif médical, qui sont aussi des IVG. Donc là aussi, il faut le savoir. Il y a une différence entre les deux. L'IVG tout court, qui va jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, donc 3 mois moins 1 semaine, ou qui va jusqu'à 12 semaines de grossesse, celle-ci est exclusivement du fait de la femme qui ne souhaite pas garder sa grossesse. Lorsque on demande un accès à l'interruption volontaire pour un motif médical, c'est lorsque l'embryon ou le fœtus à naître est atteint d'une maladie d'une particulière gravité. Alors particulière gravité, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que c'est plus grave que si c'était moins grave. Incurable le jour du diagnostic, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes samedi 3 novembre. Est-ce que j'ai un traitement curatif au sens binaire 1-0 de telle ou telle maladie? Prenons toutes les anomalies chromosomiques, il n'y a pas de traitement curatif d'une anomalie chromosomique. Il y a des traitements palliatifs, on prend en charge les gamins porteurs d'une trisomie 21, mais il n'y a pas de traitement curatif. Donc c'est haute probabilité, au jour du diagnostic, maladie incurable. Et de manière à ce qu'il n'y ait pas de dérive, depuis la première loi de bioéthique qui date de Jean-François Mattei en 1994, 29 juillet,
On a des comités qui sont individualisés, donc des centres de diagnostic anténatal qui permettent de dire cette demande, car ce n'est pas nous et ce n'est jamais nous qui proposons une interruption médicale de grossesse, c'est devant l'annonce d'un diagnostic. On donne un certain nombre d'hypothèses qui sont de poursuivre la grossesse avec tel ou tel risque, ou lorsque le couple demande la réalisation d'une interruption médicale de grossesse, nous y accédons ou pas. Et donc il n'y a pas de critères, il manque un doigt, il manque deux doigts, il manque une main, il manque un pied, etc. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est très, très, très important à poser. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai dit des bêtises, parce qu'il y a quand même un livre de SF qui parle que d'avortement. C'est Pierre Pelot, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Fœtus Party. Donc, Y ou I hein? Y ou I Fœtus mon party, avis, Y, parce que c'est parti dans le genre... parti loin. Dans le genre de s'enjailler, quoi. Et en fait, c'est sur Terre, dans un avenir hypothétique et lointain. Et à chaque fois qu'une femme est enceinte, on descend dans l'utérus, on va poser la question au fœtus, est-ce que tu as envie de vivre ou non? Et en fait, les femmes sont encouragées à avorter, sachant que du coup, on montre au fœtus le monde dans lequel il aura à vivre, et c'est une gigantesque poubelle. La Terre est devenue une gigantesque décharge publique. Il est vachement bien ce livre, je ne sais pas pourquoi je l'avais oublié. Alors, il y a aussi une nouvelle férocement anti-avortement, de Philippe Cadic, qui pris de folie, enfin folie au carré chez Cadic, puisqu'il n'a jamais eu les pieds sur terre, s'appelle Les pré-personnes. Voilà, donc c'est à lire à titre de curiosité. Il y a quand même, c'est aussi abordé dans un livre de Joël Vintrebert, Chromoville, aussi si vous voulez, et puis c'est à peu près tout ce que j'ai moi comme avortement, que j'ai pu relever comme avortement en SF, sachant que ça va plus loin que l'avortement pour ce qui est de donner ou de ne pas donner la vie, encourager ou pas les grossesses. On a un peu de tout en science-fiction. Il y a les dictatures où c'est vraiment très très mal vu de coucher et d'enfanter, comme 1984, où la plupart des femmes sont encouragées à porter la ceinture rouge des abstinentes. Et puis il y a l'autre versant qui est au contraire, pour éviter les frustrations de la population, les encourage à coucher, à faire des partousses permanentes. Donc là c'est les monades urbaines de Silverberg, il y a bien sûr le meilleur des mondes d'Orwell. Enfin d'Orwell ça se fait pas du tout de porter une grossesse.